Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré à l'application opérationnelle des approches performantielles selon le fascicule FDP 18480 révisé. Alors, en attendant que les derniers participants se connectent et avant de débuter le webinaire, je vais vous rappeler les règles, enfin le fonctionnement de la salle de webinaire. Vous pouvez poser vos questions à tout moment à travers le chat qui se trouve à droite de votre écran. Pauline et Jonathan, donc, qui animeront ce webinaire, y répondront à l'issue de la présentation. Ce webinaire sera en effet animé par Jonathan Menu, qui est responsable durabilité des ouvrages au CERIB, et Pauline Mas, qui est ingénieure matériaux au CERIB. Bonjour. Bonjour. Donc, comme je vous le disais, ils pourront répondre à toutes vos questions à l'issue de la présentation. Le chat se situe à droite de votre écran. N'hésitez pas dès maintenant à nous mettre des petits bonjours pour qu'on s'assure que tout fonctionne bien, que vous nous entendez bien. Durant le webinaire, il y aura aussi des questions qui vous seront posées à travers le module sondage qui se trouve sous l'onglet chat. Donc, dès qu'une question vous sera posée, on vous le précisera. Ah, je vois les premiers bonjours qui arrivent. C'est super, on nous entend. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je disais, les questions vous seront posées pendant le webinaire. Donc, il y aura deux questions qui vous seront posées exactement. On vous précisera quand les questions seront lancées. Et pour y répondre, il faudra vous rendre dans l'onglet sondage qui se situe juste sous l'onglet chat. Le replay et la présentation seront disponibles à l'issue du webinaire. Il est 11h02, on ne va pas tarder à débuter le webinaire. Hop, bonjour à tous, plein de bonjours, donc on nous entend, c'est parfait. Très bien, du coup je vais laisser la parole à Pauline et à Jonathan et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Rebonjour à tous, donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc avant de lancer donc le contenu du webinaire, je vais juste vous lancer donc le premier sondage. Hop, normalement il va arriver de votre côté, donc n'hésitez pas à voter en fonction de votre réponse. Je vais poursuivre du coup la présentation. Donc au niveau du contenu du webinaire, on a décidé de le découper en deux parties. La première partie, ça va être consacré sur un rappel des principes de la version actuelle, donc en vigueur, version 2022. Donc, pour vous aider à suivre la présentation, on a représenté par un petit drapeau orange avec 2022 à l'intérieur. C'est la version actuelle. Donc, on va vous rappeler les dérogations qui sont possibles de faire avec la version actuelle et ce qui n'est pas autorisé. On va vous présenter aussi les domaines d'application et les niveaux d'application et enfin les grandes étapes de la qualification, à savoir l'épreuve d'études et de convenance ainsi que le contrôle. La deuxième partie du webinaire va être consacrée donc au projet de la version du fascicule 2025. Cette fois-ci représentée par le petit drapeau en vert. Et là, on va vous présenter donc l'approche à composition unique qui va reprendre en fait la version 2022 et l'approche à domaine de composition en vous présentant les 5 grandes étapes et les 2 exemples d'application. Donc la méthode performantielle permet, en alternative de la méthode prescriptive, basée sur des obligations de moyens, de justifier de la durabilité du béton en réalisant en laboratoire des essais, essais qui vont porter sur des propriétés de durabilité qui seront mobilisées au niveau du béton, de la partie d'ouvrage ou de l'ouvrage, dans les conditions réelles d'utilisation de l'ouvrage, donc selon les classes d'exposition de l'ouvrage. Donc on retrouve des essais maintenant bien connus de carbonatation accélérée, diffusion des ions chlorure, résistivité électrique, porosité accessible à l'eau, et puis des essais de résistance aux environnements chimiques tels que les résistances au sulfate ou à la lixiviation. Donc là, ce sont des essais qui sont communs aux deux approches qu'on va voir aujourd'hui. Mais c'était un petit rappel sur la méthode performantielle qui contient les deux approches qu'on va vous présenter aujourd'hui. Concernant les dérogations qui sont en vigueur actuellement, on a la possibilité de déroger notamment sur le rapport eau efficace sur l'ion équivalent. Par exemple, en introduisant une quantité d'eau plus importante. On peut également déroger sur le dosage en l'ion minimal.
On peut également déroger sur la nature du liant, notamment pour les attaques chimiques. Par exemple, on peut utiliser un ciment non PM pour les classes XS2 et XS3 si on a justifié au préalable d'un essai performantiel de type RSE, donc réaction sulfatique externe, en classe XA1. On peut également déroger sur la qualité du granulat en utilisant par exemple des granulats recyclés à des taux supérieurs à ceux autorisés dans la norme 206. En revanche, il y a des dérogations sur lesquelles on ne peut pas réaliser, notamment sur la résistance mécanique. On doit respecter du coup la norme 206 actuelle, NFN 206, et l'Eurocode 2. On ne peut pas utiliser le fascicule 480 pour les classes XF2, XF3 et XF4. On doit utiliser les recommandations de durabilité des produits soumis au gel. Concernant le domaine d'application, donc on a ce qu'on appelle des garde-fous, ce qui nous permet en fait d'appliquer sereinement l'approche performantielle. On doit utiliser des constituants aptes à l'emploi au sens de la 206. On doit respecter la classe de résistance à la compression définie par l'Eurocode 2 et la norme 206. On autorise uniquement 2 types d'ajouts, soit les fibres, soit les agents de viscosité. Et on a des restrictions vis-à-vis de la teneur en liant total. Donc, quand je parle de teneur en liant total, en fait, il y a la somme des ciments et des additions qui doit être au moins égale à 260 kg par mètre cube pour les classes XC et XF1 et de 300 kg par mètre cube pour les autres classes. Et enfin, la teneur en clinker du liant total doit être au moins égale à 15%. Donc, vous avez à l'écran des diagrammes ternaires que je vais vous présenter puisqu'on va les réutiliser ensuite. Donc, dans ces diagrammes, on a la représentation des constituants principaux qu'on peut retrouver dans le liant. Le liant étant la somme des ciments, du ou des ciments et des additions. Donc, dans le diagramme, par exemple, de gauche, vous avez en couleur rouge la proportion de clinker dans le liant. Plus on se rapproche du point en bas à gauche, plus on a de clinker dans le liant. En haut, au sommet, vous avez le pourcentage de laitier, S pour slag en anglais, dans le liant, et à droite, en bas à droite, en bleu, le pourcentage de calcaire, L pour limestone, dans le liant. Donc, en fonction du pourcentage, par exemple, de constituants principaux dans un liant ternaire, clinker, laitier, calcaire, on va pouvoir positionner la composition du liant par un point dans ce diagramme. Vous avez également représenté par les différentes couleurs, là sur la gauche des diagrammes, des 2 diagrammes, les domaines couverts actuellement par les normes des ciments NFEN 197-1 et -5 par différentes couleurs. On retrouve par exemple les ciments, donc les CEM1, les CEM2AS, les CEM2BM et compagnie. Ils sont représentés par ces domaines de couleurs sur les diagrammes. Et ce qu'on représente ici, c'est le domaine d'application de l'approche actuelle du FDP 18480, c'est-à-dire qu'on peut valider des bétons dont les liants sont compris dans le triangle qui est en vert, la seule imposition étant la quantité de clinker supérieure à 15%. On reparlera de ces diagrammes dans l'approche suivante. Aujourd'hui, pour appliquer l'approche performantielle de 2022, on l'applique en déterminant au préalable un niveau d'application de l'approche performantielle qui va dépendre d'une part de la catégorie d'ouvrage. Donc, il y a 3 catégories d'ouvrages qu'on va réutiliser ensuite dans l'approche par domaine de composition. La première catégorie qui concerne l'intérieur des bâtiments et des bétons non structurels. Catégorie 2 qui va concerner des bâtiments et des ouvrages courants de génie civil qui sont conçus pour des durées de vie de 50 ans. Catégorie 3, les ouvrages les parties d'ouvrages conçues pour des durées de vie de 100 ans. Et dans l'application de l'approche performantielle actuelle, on combine ces catégories d'ouvrages aux classes d'exposition. Donc vous voyez XC1, XA et puis toutes les autres classes d'exposition en colonne. Et la combinaison de ces 2 informations nous donne un niveau d'application de l'approche performantielle N1, N2, N3. Alors ça ne change pas les seuils à respecter pour valider les bétons. Ça modifie en revanche le contenu du dossier technique, le nombre et la fréquence des essais qu'on doit faire en épreuve d'étude et en épreuve de contrôle.
Donc, concernant les grandeurs associées à la durabilité, elles sont dépendantes des classes d'exposition. Prenons par exemple la classe XC3. J'ai une méthode de base qui est la carbonatation accélérée. Une méthode alternative est possible, c'est la porosité accessible à l'eau. Par contre, j'ai une condition pour pouvoir appliquer cette méthode alternative, c'est de réaliser un essai de carbonatation accélérée lors de l'épreuve d'étude sur une des 3 nominales. À noter sur cette diapositive la durée des essais. On s'aperçoit que pour certains des essais, notamment la carbonatation, que les essais sont plutôt longs. On est sur uniquement la durée de l'essai et il faut prendre en compte le temps de cure, donc 90 jours. À noter également que pour les classes XA, on vient, pour la majorité des cas, se comparer avec un béton de référence. Pour l'approche en vigueur, les grandes étapes se comportent, on est au nombre de 3, l'épreuve d'étude, l'épreuve de convenance et le contrôle. Lors de l'épreuve d'étude, on vient vérifier la performance de la formule nominale en réalisant pour cela 3 gâchets. Et ensuite, pour les niveaux d'application N2 et N3, on vient tester la robustesse de cette formule en réalisant des gâchets dérivés. Les gâchets dérivés obligatoires sont les gâchets à plus ou moins 10 litres d'eau au mètre cube. Et on peut éventuellement faire d'autres dérivés, typiquement le ciment, le granulat, etc. Après cette épreuve d'étude, si on respecte les critères définis dans le fascicule FDP 18480, on peut passer à l'étape de convenance. Donc cette fois-ci, l'objectif de cette épreuve, c'est de vérifier que le béton, il va être capable de supporter la fabrication, le transport et la mise en œuvre dans les conditions de l'usine de préfabrication ou de chantier. En réalisant donc des 3 gâchets nominales. Et ensuite, lors de l'épreuve de contrôle, on vient vérifier en phase de production que la gâchée fabriquée est toujours représentative de la formule validée lors des études précédentes. Voilà, donc on a souhaité faire un petit rappel de l'approche performantielle en vigueur. Alors vous l'avez compris, elle permet aujourd'hui de justifier de la durabilité de béton qui ne pourrait pas l'être par une approche prescriptive. Et le sondage auquel vous avez répondu indique que pour les répondants, en tout cas, environ 70% soit ont déjà appliqué l'approche, soit connaissent déjà au moins les grands principes. Mais je pense que ce rappel était utile et on va en discuter de toute façon puisqu'il y a quand même on va dire un tronc commun et beaucoup de similitudes dans l'approche qu'on dit à composition unique et par domaine de composition. Donc, ce qu'on vous a présenté jusqu'à maintenant, c'est ce qui, dans le prochain fascicule de documentation, est résumé dans l'article numéro 4 et qui s'appelle désormais l'approche à composition unique. Donc, il n'y a pas de changement majeur par rapport à ce qu'on vous a présenté, la version 2022. C'est bien une méthode de justification basée sur des exigences de performance du béton, mais elle permet de valider une composition unique. C'est-à-dire que une fois qu'on l'a validée et qu'on l'a mis en œuvre, toute modification, par exemple des constituants, implique une revalidation sur le principe que vous a présenté Pauline, c'est-à-dire une épreuve d'étude, de convenance et de contrôle. La deuxième approche, qui fait l'objet de l'article 5 du futur fascicule, s'appelle approche par domaine de composition et elle permet, la méthodologie permet de valider un domaine de composition de béton couvert par ce qu'on aura au préalable vérifié dans une étude générique. Donc, des différences majeures sont à l'écran. Par exemple, dans la spécification, on va retrouver dans la dénomination du béton un P pour les bétons qui sont pour les classes d'exposition qui ont été justifiées par approche performantielle à composition unique, et puis des lettres D1, D2 et D3 pour les bétons qui auront été justifiés par l'approche performantielle par domaine de composition. On est toujours sur des bétons avec des durées de projet, utilisation de projet de 50 ans et 100 ans. Donc avec l'approche actuelle, l'article 4 à composition unique, on peut valider toutes les classes d'exposition. Avec l'article 5, l'approche par domaine de composition,
on valide quasiment toutes les classes d'exposition. Pour les classes d'exposition qui concernent les environnements chimiquement agressifs, il faudra que le liant soit conforme au fascicule de documentation FDP 18011. Dans les deux cas, les deux approches, il est possible de justifier des bonnes performances des bétons pour diminuer la classe structurale et donc diminuer de 5 à 10 mm les enrobages des armatures. Donc, dans l'approche 4, la validation au préalable d'une composition de béton se fait par épreuve d'étude et de convenance, comme on l'a vu avec Pauline. Pour l'approche par domaine de composition, on va vous présenter une validation préalable des conditions d'utilisation d'un domaine de formulation par une étude générique qui s'anticipe. Donc, la composition du liant contenu dans des ciments, contenu dans le béton destiné à être mis en œuvre, la composition des liants, elle doit être conforme à ce qu'on a aujourd'hui dans les normes des ciments NFEN 197-1, -5 ou -6. Donc, dans le domaine d'application, on va le voir sur les diagrammes ternaires, il est réduit par rapport à l'article 4. Au niveau des teneurs en clinker, donc l'article 4, on était sur des bétons avec des teneurs en clinker au minimum à 15%. L'approche par domaine de composition permet de valider des bétons avec une teneur en clinker au minimum de 25%. On retrouve une teneur en liant total pour les classes d'exposition identiques dans les deux approches. Et on a quelques restrictions supplémentaires au niveau de l'approche par domaine de composition et l'utilisation des granulars cyclés. Seuls les gravillons recyclés de type 1 sont autorisés. Et au niveau des classes de substitution, on est sur des classes de substitution R0, R1, en référence à ce qu'on a dans la norme 206. Et en termes de dérogation, la liste des dérogations possibles elle a été rappelée par Pauline et vous les avez à l'écran pour l'article 4. Pour l'article 5, on peut déroger par rapport à l'approche prescriptive sur le rapport efficace sur liant équivalent, le dosage minimal en liant équivalent, la nature du liant total, par exemple le caractère PM demandé dans certaines classes d'exposition, et le rapport Assura plus C. Donc, comment fonctionne l'approche? Finalement, il y a quelques grandes étapes à retenir. Dans l'approche par domaine de composition, on va d'abord définir une catégorie d'ouvrages. Donc, on ne parle plus de niveau d'application comme dans l'approche précédente. On va uniquement se concentrer sur les catégories d'ouvrages 1, 2 et 3. Et on va définir des classes d'exposition qu'il va falloir justifier. On définit ensuite un domaine de formulation de béton à valider. On va réaliser une étude générique en amont qui, elle, va permettre de justifier des performances d'un domaine de formulation de béton qu'on va pouvoir ensuite mettre en œuvre. On va choisir une formulation ensuite dans ce domaine d'études génériques. Et c'est cette formulation de béton qui va faire l'objet d'une épreuve d'étude et de convenance qui, vous allez le voir, elle va être simplifiée par rapport à ce qu'on a dans l'article 4. Et ensuite, il y a les opérations de contrôle. Donc, si on rentre dans le détail, et je reprends mes diagrammes ternaires. Donc, vous avez un diagramme ternaire à l'écran qui prend des liants qui sont composés de clinker, toujours en rouge, d'argile calcinée, donc des métakaolins en vert, et puis des calcaires en bleu. Les domaines colorés représentent les domaines aujourd'hui couverts par les normes des ciments. Donc, on ne peut valider que des domaines de liants qui sont compris dans ces domaines colorés-là. Donc, prenons un exemple. Je souhaite définir une étude générique et un ensemble de formulations avec une teneur en clinker dans le liant compris entre 60 et 75%, matérialisé par les deux segments rouges. Une teneur en métakaolin compris entre 5 et 20%, matérialisé par les deux barres, les deux segments verts. Et une teneur en calcaire compris entre 5 et 20%, matérialisé par les deux segments bleus. J'aboutis du coup à ce qu'on appelle un domaine du coup de liants possibles, et puis des bétons, les bétons 1, 2 et 3 et 4 qui sont matérialisés à l'écran. Ce sont les 4 bétons qui feront l'objet de l'étude générique et des essais qu'on va réaliser en étude générique. Donc, comment se passe l'étude générique? Dans le fascicule de documentation, vous allez avoir pour les granulats des fuseaux granulaires qui seront fournis. L'idée étant d'avoir un même fuseau granulaire pour un fuseau granulaire très proche pour tous les bétons qui vont être justifiés dans l'étude générique et d'avoir une espèce de représentativité du fuseau.
La composition du liant total, on l'a dit, est contenue dans les domaines couverts par les normes ciment actuelles. La teneur en liant total fixée, supérieure à 260 pour certaines classes d'exposition ou 300 kg par mètre cube pour les autres. On va fixer un rapport eau efficace sur liant total pour les 4 bétons. On est bien sur une teneur en clinker supérieure à 25%. Et donc, sur les bétons extrêmes du domaine, c'est-à-dire les bétons 1, 2 et 3 représentés à l'écran, on va devoir les fabriquer et les caractériser, donc la consistance, la compression et les essais de durabilité, les grandeurs associées à la durabilité. Donc, si on est sur une classe d'exposition XC, par exemple, on fera des essais de carbonatation accélérée, notamment. Sur des classes XS, on fera de la migration des ions chlorure, par exemple. Sur le béton 4, un peu particulier au centre, on va faire les mêmes essais. On va faire en plus 2 dérivés en eau, les mêmes dérivés qu'on faisait à l'épreuve d'étude pour l'article 4, composition unique. 2 dérivés en eau, et on va vérifier si les performances sont compatibles avec les seuils qu'on a dans le fascicule 480 qu'on utilisait déjà pour l'approche précédente. Voilà, donc on détermine les grandeurs associées à la durabilité. On a dans le document, pareil que sur la méthode précédente, on a toutes les guidelines pour savoir comment comparer les valeurs moyennes aux valeurs caractéristiques. Et on va réaliser en plus sur tous ces bétons, à 28 jours, les indicateurs généraux de durabilité suivants: la porosité accessible à l'eau à 28 jours et la résistivité, ou alors, alternativement pour les produits préfins, on peut utiliser l'absorption d'eau et la résistivité électrique. Donc ce sont ces grandeurs qu'on pourra réutiliser pour ensuite caractériser les bétons destinés à être mis en œuvre. On ne fera les grandeurs associées à la durabilité qu'au stade de l'étude générique. Ça fait un certain gain de temps et un gain d'essai comparativement au nombre de bétons qu'on peut valider par cette approche. Donc l'étude générique, elle fera l'objet ensuite d'un dossier complet avec les conclusions associées qui doivent être validées par une tierce partie, donc indépendante du demandeur de l'étude. La tierce partie, elle peut être soit un laboratoire qualifié indépendant du demandeur, soit, s'il existe une certification, un organisme certificateur, voilà, si le béton ou le produit fait l'objet d'une marque de certification. Et une fois que l'étude générique est terminée, on peut piocher du coup des bétons parmi le domaine de formulation et le domaine couvert. Je laisse la parole à Pauline pour la suite. Et donc là, on vient prendre un béton dans ce domaine déjà défini et on va réaliser l'épreuve d'étude. Pour réaliser cette épreuve d'étude, on va avoir des exigences sur les constituants, notamment sur le ciment et les additions. Il faut à chaque fois que ça soit le même producteur, la même provenance et la même appellation normalisée que ceux qui ont été définis dans l'étude générique. Les granulats doivent avoir une absorption d'eau inférieure à ceux des granulats de l'étude générique. Concernant les adjuvants, ils peuvent être modifiés par rapport à l'étude générique. Quand je dis modifier, on peut modifier à la fois le type et le dosage. On peut également ajouter des ajouts s'ils n'ont pas été déjà introduits dans l'étude générique, à savoir donc les fibres et les agents de viscosité. Et on peut, concernant la quantité d'addition calcaire ou siliceuse, prendre en compte dans le liant total au moins la même proportion que ce qui a été pris en compte dans l'étude générique. Concernant donc les essais, cette fois-ci, on ne parle pas de niveau d'application comme pour l'approche à composition unique, mais on parle de catégorie d'ouvrage. Donc, comme Jonathan l'a présenté, la catégorie d'ouvrage 2, par exemple, donc pour une durée d'utilisation de 50 ans, on doit réaliser une gâchée nominale et 2 dérivés en eau. Dérivés en eau plus ou moins de 10 litres qui peut être amené à 5 litres si nécessaire. On doit réaliser des essais sur béton frais, donc notamment la teneur en air, la masse volumique, l'étalement, etc. La résistance à la compression à 28 jours et éventuellement d'autres essais qui sont prévus au marché. Et on doit réaliser également des essais des indicateurs généraux, donc porosité à 28 jours ou absorption d'eau si c'est des éléments préfabriqués, et résistivité à 28 jours. À noter que pour la catégorie d'ouvrage 3, on doit réaliser les mêmes essais que pour la catégorie d'ouvrage 1 et 2. Par contre, on doit faire 3 gâchées nominales.
Concernant donc les critères d'acceptation de l'épreuve d'étude, il faut que la teneur en liant total soit supérieure ou égale à celle des bétons d'étude de l'étude générique. Il faut que le rapport eau efficace sur le liant total soit inférieur ou égal à celui de l'épreuve d'étude générique. La résistance mécanique à la compression doit être au moins supérieure ou égale à ceux de Eurocode de la norme 206 et du respect des deux critères qui sont toujours valables du fascicule FDP 18480. Concernant la consistance à l'état frais, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à celle des bétons, des 4 bétons de l'étude générique. L'absorption d'eau ou la porosité accessible à l'eau ne doit pas dépasser plus de 10% de la valeur maximale obtenue ne doit pas dépasser de plus de 10% la valeur maximale obtenue sur les bétons d'études génériques. Et pour la résistivité électrique, elle ne doit pas être inférieure à plus de 20% de la valeur minimale obtenue sur les bétons d'études génériques. Pour les deux derniers points, on aura un exemple qui vous montrera comment prendre en compte ces valeurs-là. Une fois qu'on a validé donc l'épreuve d'étude, on peut passer à l'épreuve de convenance. Donc cette fois-ci sur le processus industriel. Si on reprend l'exemple de la catégorie d'ouvrage 2, il est nécessaire de réaliser qu'une seule gâchée nominale et on a la même batterie d'essais. Sur le béton frais, on doit réaliser donc les essais classiques, notamment la consistance et éventuellement la teneur en air occlus. Et la masse volumique. On doit réaliser la résistance à la compression à 28 jours et éventuellement d'autres essais prévus au marché. Et on doit également réaliser à 28 jours les indicateurs généraux, porosité ou absorption d'eau et résistivité électrique. Et cette fois-ci, pareil pour la catégorie d'ouvrage 3, on n'a pas une nominale, mais on doit tester sur les 3 nominales. Au moment de l'épreuve d'étude et de convenance, l'épreuve générique doit dater de moins de 2 ans. Concernant donc les exigences et les critères d'acceptation des bétons pour l'épreuve de convenance, on a globalement les mêmes critères concernant la résistance à la compression. Pour l'absorption d'eau et la porosité, il ne faut pas qu'elle soit supérieure à plus de 10% de la valeur maximale obtenue pour les bétons d'étude générique. Pour la résistivité électrique, la valeur obtenue ne doit pas être inférieure de plus de 20% de la valeur minimale obtenue pour les bétons d'étude générique. Une fois qu'on a fait ça, pour les catégories d'ouvrage 2 et 3 uniquement, pour la catégorie d'ouvrage 1, il n'est pas nécessaire de faire du contrôle. Pour les catégories d'ouvrage 2 et 3, on est sur la même périodicité que pour l'approche à composition unique. On fait des prélèvements tous les 500 mètres cubes ou tous les mois pendant les 3 premiers mois. Et ensuite, on étale un petit peu plus les contrôles. On fait un prélèvement tous les 1000 mètres cubes ou tous les 2 mois en vérifiant les performances des bétons vis-à-vis de la durabilité. Pour la catégorie d'ouvrage 2, on vient vérifier la valeur obtenue à 28 jours sur le contrôle pour la porosité ou l'absorption d'eau, qu'elle ne dépasse pas plus de 10% de la valeur obtenue en convenance cette fois-ci. Et même chose pour la résistivité, elle ne doit pas être inférieure de plus de 20% par rapport à la convenance, ou on a introduit une nouvelle notion de classe de résistivité. Si la résistivité électrique obtenue en contrôle est la même classe que celle obtenue en convenance, alors ça respecte le critère. La classe, on juge que c'est la même classe si la résistivité est inférieure à 100 ohms mètres, entre 100 et 175 ohms mètres, et supérieure à 175 ohms mètres. Par exemple, si j'ai une résistivité électrique en convenance de 150 et que en épreuve de convenance j'avais 165, grâce à ce critère-là, ça pourrait passer. Et pour la catégorie d'ouvrage 3, on a les mêmes critères pour la porosité absorption d'eau, et pour la résistivité, on a uniquement le premier critère, la résistivité ne doit pas être inférieure de plus de 20% par rapport à la convenance. Donc sur cette diapositive, vous avez un petit peu la synthèse des étapes. Donc dans l'approche par domaine de composition, vous l'avez compris, la justification de la durabilité et des performances se passe au niveau de l'étude générique. Et ensuite, les épreuves d'étude et de convenance, via les indicateurs généraux, sont là pour
attester qu'on a bien des bétons représentatifs des performances qu'on a obtenues en étude générique. Donc dans l'étude générique, on l'a vu, hein, alors le passage par le diagramme ternaire, il n'est pas obligatoire, mais il permet d'illustrer. Hein, dans le fascicule, vous avez également ce type d'illustration, permet d'illustrer un petit peu les domaines de composition qu'il est possible de valider. Donc généralement, c'est représenté par 3 ou 4 compositions de béton, on l'a vu. Hein. Quand on a un triangle, on a les 3 bétons extrêmes et le béton central à tester. On peut aussi avoir un segment. Hein, donc là, il y a 3 bétons, 2 bétons extrêmes et le béton du centre. Donc c'est sur ces bétons-là et ces segments qu'on va faire varier la composition minéralogique des constituants principaux, clinker, laitier de haut fourneau, calcaire, métacaolin. Évidemment, la taille du triangle est bornée dans le fascicule et on peut faire varier les constituants principaux de plus ou moins 10%. Donc au stade de l'étude générique, on fixe donc le fuseau granulaire, on fixe la quantité de liant total, on fixe le rapport efficace sur liant total et on fait les essais de grandeur associés à la durabilité. Et ensuite, dans les bétons destinés à être mis en œuvre, Pauline a rappelé les exigences sur les constituants, mais par rapport à l'article 4 et à l'approche composition unique, il est donc possible de modifier les granulats, hein, nature et dosage. Il faut que leur absorption d'eau soit au moins équivalente, inférieure à celle à l'absorption d'eau des granulats de l'étude générique. Donc, mais on peut les modifier, on a un degré de liberté plus important sur les adjuvants et sur les ajouts, même s'ils n'ont pas été considérés au stade de l'étude générique. Et sur la composition du béton, on a aussi un degré plus important sur l'eau efficace sur liant total, par exemple, qui doit être inférieur, mais qui peut être modifié, sur la teneur minimale en liant total également, et sur les classes de consistance. Il y a un tableau d'équivalence, par exemple, sur les classes de consistance des bétons. En fonction des classes de consistance des bétons de l'étude générique, on a des classes de consistance des bétons destinés à être mis en œuvre qui peuvent être différentes. Donc voilà la synthèse des étapes et je crois qu'on a prévu 2 exemples sur les 10-15 minutes qui nous restent avant de passer à la session de questions. Donc, concernant l'exemple 1, je pars du principe que je souhaite fabriquer un béton à base d'un ciment CM2 ALL qui, lui, est composé de 91% de clinker et 9% de calcaire. Dans l'exemple, donc c'est les triangles que j'ai décidé. Donc en rouge, je souhaite faire varier la quantité de clinker de 35 à 50%. En vert, donc le laitier de haut fourneau, je souhaite le faire varier entre 30 et 45. Et le calcaire en bleu, je souhaite faire varier sa quantité de 5 à 20%. Au total, donc pour respecter une classe XS3 par exemple, je dois avoir une quantité de liant total de 300 kg par mètre cube. Je peux calculer de manière graphique ou par calcul les constituants principaux de chaque béton. Prenons par exemple le cas du béton 1. Mon point, au niveau de mon béton 1, j'ai 50% de clinker, 45% de laitier et 5% de calcaire. En reconstituant l'ensemble, je dois ajouter dans mon béton 165 kg par mètre cube de ciment CM2 ALL et 135 kg de laitier. Par exemple, pour le cas du béton 4, donc c'est celui qui est au milieu, donc en orange. Cette fois-ci, donc je peux soit calculer systématiquement la moyenne des points, soit je viens lire de manière graphique les constituants principaux. Et donc là, j'ai en clinker 45%, en laitier. J'ai laitier de haut fourneau, j'ai 40% et calcaire, j'ai 15%. En recombinaison, j'ai donc, je dois ajouter dans ma formule 148 kg par mètre cube de ciment, 120 kg de laitier sous forme d'addition et je dois rajouter une addition calcaire de 32 kg par mètre cube. Jonathan va présenter l'exemple 2. Dans l'exemple 2, et on va décliner cet exemple un petit peu jusqu'au bout de l'étude générique. Donc dans l'exemple 2, je fabrique un béton avec un ciment CM2 ALL composé de 91% de clinker, 9% de calcaire, du métacaolin, du calcaire. On souhaite faire un béton autoplaçant. Et on souhaite utiliser la possibilité que nous offre le fascicule de considérer qu'une partie du calcaire est considérée comme filaire, environ 80 kg dans notre exemple,
C'est une partie de l'addition qui est nécessaire pour atteindre l'étalement souhaité, mais c'est une quantité de filaire calcaire qu'on ne fait pas rentrer dans le liant total. Donc les granulats utilisés dans l'étude générique sont des granulats naturels, masse volumique normale. Leur absorption d'eau est indice B, donc 3%, c'est autorisé par le fascicule, et le fuseau granulaire est compatible avec ce que nous donne le fascicule. Je suis dans l'exemple sur une catégorie d'ouvrage 2, donc durée d'utilisation de projet de 50 ans, une classe d'exposition XEC4. Je choisis pour les bétons d'étude générique un liant total de 300 kg par mètre cube et une eau efficace de 115 litres par mètre cube. Donc, ce qu'on souhaite faire varier, cette fois, on passe par les constituants et non pas les constituants principaux, le diagramme ternaire. Donc, cet exemple permet de montrer que le diagramme ternaire n'est pas indispensable. Il faudra quand même vérifier que les combinaisons des 3 bétons sur lesquels j'arrive et puis le béton central, les liants respectent les domaines couverts par les normes ciment 197-1, 5 ou 6. Donc là, je souhaite faire varier les proportions de constituants du ciment de 60 à 75%. Le métacaolin de 10 à 25%, l'addition calcaire de 0 à 15%. Donc la première étape, c'est de vérifier que mes 3 bétons extrêmes sont compatibles avec le domaine couvert par les normes ciment. Donc le béton 1 extrême, ça va être celui dans lequel j'ai un maximum de ciment et le maximum de métacaolin, donc pas d'addition calcaire. Le béton 2, celui dans lequel j'ai le minimum de ciment et le maximum des 2 autres additions, donc 25% de métacaolin, 15% de calcaire. Et le béton 3, le maximum de ciment et le maximum d'addition calcaire, donc 75 et 15. Et donc, il faut que je rajoute 10% de métacaolin. Le béton 4, finalement, c'est le centre. Il va correspondre à la moyenne des proportions des 3 bétons. Donc, il va se situer sur un point dans lequel on aura 70% de ciment, 20% de métacaolin et 10% de calcaire. Donc j'ai mes 4 bétons, j'ai vérifié que les liants sont couverts par les domaines des normes ciment. Donc je fabrique mes bétons. Les étalements des bétons 1 à 4 sont compris entre 610 et 630 mm. On est en catégorie SF1. Les résistances mécaniques moyennes des bétons sont compris entre 40 et 50 mégapascales, obtenues sur cylindre à 28 jours. Et puis comme je suis en classe d'exposition XEC4, je fais des essais de carbonatation accélérée sur mes 4 bétons et sur les 2 dérivés du béton central. Donc là, j'utilise ensuite ce que me donne le fascicule pour me comparer au tableau, aux valeurs seuil. Et d'ailleurs, en me comparant à l'annexe A1 du fascicule, je vois que je peux même bénéficier de réduction de classe structurale. Dans l'exemple là, je cherche par exemple à des performances dont la vitesse de carbonatation est inférieure à 1,8 mm par racine de jour. Effectivement, donc en réalisant donc les essais, on s'aperçoit que on a une vitesse de carbonatation inférieure à 1,8 et on est même en dessous de ça. On s'aperçoit même qu'on est en dessous de 1,4 mm par racine de jour. Donc on peut bénéficier d'une réduction de classe structurale. D'ailleurs, les seuils de performance sont également respectés pour les gâchets dérivés sans prise en compte de la marge de sécurité. Et donc, on pourrait bénéficier également d'une diminution d'enrobage d'une classe structurale. Pour les valeurs à prendre en compte pour les épreuves d'études et de convenance, je vous ai dit qu'il fallait se comparer avec les valeurs de porosité ou absorption d'eau et de résistivité obtenues sur les bétons d'études génériques. Pour la porosité, la valeur maximale obtenue pour les bétons B1 à B4 pour l'étude générique, donc les valeurs, vous les avez affichées dans le graphique, c'est la dernière ligne, la valeur maximale obtenue est de 14,2. On l'arrondit à 0,5% près, comme demandé par le fascicule, donc on a une valeur de 14%. Il faut donc que cette valeur soit utilisée pour valider les épreuves d'études et de convenance pour les bétons. Concernant la résistivité la plus faible lors de l'étude générique pour les 4 bétons, c'est la valeur, donc c'est l'avant-dernière ligne, on est à 108 ohms mètres, arrondi à 10 ohms mètres comme le veut le fascicule. On a une résistivité minimale de 110 ohms mètres et c'est cette valeur-là qui sera utilisée pour valider les épreuves d'études et de convenance pour les bétons.
On arrive donc au terme de notre présentation. Donc en conclusion, dans le futur fascicule, dans la méthode performantielle, on distingue donc deux approches, une approche à composition unique, une approche par domaine de composition. Donc on le rappelle, l'approche à composition unique, c'est la même méthodologie que l'actuel FDP 18480. On valide une formule de béton unique sans possibilité de modifier les paramètres de composition. Et il y a une anticipation nécessaire pour réaliser les épreuves d'études de convenance, en particulier quand on mobilise des essais de détermination des grandeurs associées à la durabilité qui durent plusieurs semaines, plusieurs mois. Pour l'approche par domaine de composition, on peut valider un domaine de formulation de béton pour une catégorie d'ouvrage et une ou plusieurs classes d'exposition. Donc l'anticipation se fait principalement au niveau de l'étude générique, puisque c'est dans cette étude qu'on va justifier des performances des bétons et réaliser les essais de grandeur associée à la durabilité, donc les plus longs. Les épreuves d'études et de convenance ne comprennent plus d'essais de grandeur associée à la durabilité. Et on a des degrés de liberté plus importants sur une modification à la baisse du rapport efficacité en liant équivalent, à la hausse sur une teneur en liant total, et puis une modification possible des natures et quantités de granulats ou nature et quantité d'adjuvants pour les bétons destinés à être mis en œuvre. Pour aller un peu plus loin, sachez qu'on propose, si vous en sentez le besoin, des formations au CERIB sur la durabilité des bétons, l'application de l'approche performantielle notamment, ou sur la norme NFEN 206, qui cite explicitement ces approches-là dans la future version. Et puis, sachez qu'il y a des journées en préparation organisées par la FGC, bien prescrire les bétons, dont la première est programmée le mardi 27 mai à l'INSA Rennes. Il y aura une autre journée ensuite à Lyon au mois de juin, une journée le 2 juillet à Paris. Ensuite, il y a une petite incertitude sur la date, mais une journée au mois de septembre à Bordeaux et une journée complète le 19 septembre à La Réunion. Donc l'idée étant de mettre à jour les précédentes fiches et présentations qui avaient fait l'objet de précédentes saisons avec l'évolution du contexte normatif 2025.